Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle, les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Alors, on en parlait il y a un instant, le juge Wagner de la Cour suprême fait une forme de réflexion globale sur son bilan, sur l'état de notre société, et s'inquiète notamment de la critique des institutions judiciaires. Donc, la critique des tribunaux en tant que tel. J'ai l'impression que pour lui, il y a un problème dans l'idée même de cette critique qui affaiblirait la démocratie, mais il dit plusieurs autres choses dans cet entretien. Et pour en parler, pour faire une forme de débrief de l'entretien, nous recevons Guillaume Rousseau, qui est professeur en droit à l'Université de Sherbrooke. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, une question première, mais très très large. Qu'avez-vous d'abord retenu de cet entretien qui se veut presque une forme de bilan? Qu'avez-vous d'abord retenu de cet entretien? D'abord, ce qu'on remarque, c'est que le juge Wagner, c'est le premier juge en chef de la Cour suprême qui fait autant de communication politique. Donc vraiment, c'est pas la première fois, mais là, je pense qu'on le voit particulièrement hier. Et pour moi, c'est pas nécessairement mauvais, parce que pour moi, la Cour suprême, elle a un rôle politique à jouer. Elle a évidemment un rôle judiciaire, juridique, mais elle a un rôle politique. Puis avant, c'était pas nécessairement autant assumé. Là, ça l'est davantage. Les journalistes peuvent lui poser les questions. Donc ça, je trouve ça sain. Maintenant, c'est sûr que ensuite, il y a un équilibre délicat. Il ne faut pas que le juge aille trop loin, qui rentre dans des polémiques politiques, ce qu'il a peut-être un peu fait ici. Alors, à la base, l'exercice est sain et je salue cette transparence-là du juge Wagner. Maintenant, dans le détail, dans la mise en œuvre de cette politique de transparence, là, il y a peut-être des petits ajustements à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un envers de tout cela? C'est-à-dire, il est transparent dans ses préférences, il confesse sa fonction politique, mais ne voudrait pas qu'on critique cette fonction politique. C'est-à-dire, si on croit, on n'est pas obligé de le croire, mais si on pense que depuis 40 ans, les tribunaux ont gagné un pouvoir immense dans nos sociétés par rapport à leur place traditionnelle, j'ai l'impression qu'il nous dit, vous n'avez pas le droit de critiquer ce pouvoir gagné par les tribunaux, sans quoi vous seriez contre l'état de droit. Il n'y a pas quelque chose d'un peu étonnant à avoir un pouvoir à la fois s'affirmer et expliquer au même moment qu'on n'a pas le droit de le critiquer fondamentalement? Oui, effectivement. Le juge semble faire la nuance entre on peut critiquer les jugements de la Cour suprême, puis les professeurs de droit et les avocats ont fait ça depuis toujours. Puis ça, voilà, donc la Cour suprême n'est pas nécessairement hostile à cela, mais il semble faire la distinction entre ce genre de critique peut-être un peu plus technique, même si ça peut être sur des questions de fond importantes, et une critique qui porterait plus vraiment, par exemple, sur le rôle politique de la Cour, sur le mode de nomination. Hein, il y en a été question dans l'entrevue. Ouais. Donc, il semble vouloir faire le tri entre certaines critiques qui seraient tout à fait acceptables et d'autres qui mettraient en cause la confiance dans le système et quoi. Et là, ce seraient des critiques qui seraient malvenues. Donc, il semble faire cette distinction-là. Après ça, on peut être d'accord ou pas, mais je pense que pour saisir son propos, faut comprendre qu'il ne rejette pas tous les critiques, mais celles du deuxième type. Non, mais justement, il accepte les critiques des honorables collègues qui critiquent la rationalité de la Cour suprême sur telle ou telle question. Donc, on devrait avoir le droit de questionner, de remettre en question ses jugements, mais il ne tolère pas, si je comprends bien, qu'on critique le pouvoir de l'institution elle-même. Il n'accepte pas l'idée qu'on dise la Cour est à certains moments illégitime, hors de son rôle. Et j'ai l'impression que c'est là la part qui m'a frappé, moi, c'est-à-dire... Mais vous me direz, il se peut que je comprenne mal, mais globalement, c'est un pouvoir qui s'est étendu et qui ne veut pas qu'on remette en question son expansion. Il y a quelque chose d'un peu original là-dedans. Oui, effectivement. Encore là, l'autre nuance, c'est que je pense qu'en termes de critiques que les citoyens peuvent faire, n'importe qui, je pense, peut dire la Cour suprême est illégitime pour telle raison. Je pense que ça relève de la liberté d'expression et c'est pas nécessairement ce que le juge remettait en question. Par contre, là où sur quoi sa critique portait, c'était vraiment le fait qu'il y ait des élus qui critiquent le pouvoir judiciaire et pas seulement des détails dans la jurisprudence, mais vraiment, la question précise du mode de nomination des juges. La critique, et on sait que ça porte sur des propos du premier ministre Legault, portait sur la Cour d'appel, mais son mode de nomination par le fédéral, qui est vrai aussi pour la Cour suprême. Alors, c'est là où ça devient un peu plus délicat, les propos du juge de la Cour suprême, parce que pour moi, ça va de soi, ça relève de la liberté d'expression des citoyens d'être une critique vraiment de la légitimité de la Cour suprême, et je pense pas que le juge voulait nous dire que ça relevait pas de la liberté d'expression. Par contre, je pense que c'est davantage en termes de relation entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire qui faut interpréter ses propos. Et là, on peut effectivement penser qu'il souhaite un peu limiter la liberté d'expression des élus, mais
pas par ses jugements, mais par son autorité morale, si je puis dire. Et là, ça peut être critiquable là, ou pas. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette prise de position du juge en chef. Alors, justement, on touche aussi la question, dans l'entretien, il parle du rôle ceux qui disent, mais c'est une cour fédérale qui sert Ottawa, bon, et fondamentalement, et ça aussi, il semble nous dire, mais cette critique n'est pas la bienvenue, n'est pas permise, parce que finalement, vous critiquez le fait qu'on soit une cour fédérale, mais quand on fait des jugements qui font votre affaire, soudainement, vous célébrez notre sagesse. J'ai l'impression qu'il ne tient pas compte de l'idée qu'il puisse y avoir une critique du fait, j'y reviens, du pouvoir démesuré des tribunaux au service d'un palier de gouvernement qui n'est pas celui des Québécois. Ça ne me semble pas J'ai l'impression que... il se peut que je vois ça pas comme un juriste, hein, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, je ne suis pas juriste. Et il balaie sous le signe de « entre collègues, on pourrait se parler, mais de grâce, délivrez-nous de ceux qui remettent en question notre place dans le système. » Oui, effectivement, il y a de ça. Et ce qui est particulier aussi, c'est que la revendication du Québec à l'égard de plus d'influence sur la nomination des juges de la Cour suprême, ou encore carrément que, comme dans toute fédération normale, le Québec puisse nommer les juges de ses propres tribunaux, ce qui n'est pas le cas pour la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec. Donc ça, c'est des revendications constitutionnelles du Québec, et pour moi, c'est tout à fait légitime qu'elles soient portées par le premier ministre Legault, par d'autres élus, et ce serait mal vu, c'est un peu spécial que le juge de la Cour suprême se prononce contre ça. Alors, ça m'apparaît vraiment assez problématique là, comme propos, dans le sens où, c'est des revendications du Québec. Là où le juge peut avoir un point, c'est quand il dit, si vous avez un jugement de la Cour d'appel ou de la Cour suprême qui va contre la position du Québec, là, vous allez critiquer le mode de nomination, mais si le jugement de la Cour d'appel ou de la Cour suprême est favorable, par exemple, à l'autonomie du Québec, là, vous allez célébrer le jugement. Donc, voilà, on peut prendre cet argument-là pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a une part de vrai, mais en même temps, on peut évidemment, c'est pas parce qu'on critique le mode de nomination des juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel, qu'on ne peut pas être d'accord avec certains jugements qui vont dans le sens de l'intérêt du Québec ou qui sont conformes à l'état du droit. Donc, bien évidemment, les gens qui demandent des modifications au mode de nomination des juges sont un petit peu placés dans cette position-là délicate de soit abandonner leurs revendications autonomistes en matière de pouvoir de nomination des juges ou encore célébrer tous les jugements ou les condamner tous. Donc, c'est un petit peu spécial là, que ce à quoi ça nous mène comme résultat le raisonnement, mais je comprends l'argument. Et il est revenu sur la question du mot femme. Alors là, donc, est-ce qu'il utilisait le mot personne avec un vagin? Il dit ensuite, comment ose-t-on avoir remis en question notre aide, d'autant qu'on utilise plus souvent le mot femme que personne avec un vagin dans notre texte. J'avais une question que j'ai l'impression qu'il ne lui a pas été posée, mais qu'on aurait pu lui poser pour éclairer la doctrine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une femme, selon vous? Est-ce qu'un homme avec un pénis, qui par ailleurs s'identifie comme femme désormais, pour vous, est-ce que c'est une femme? J'ai l'impression que s'il répondait à cette question, ça permettrait de savoir si on était simplement dans la clarification technique dans le fameux jugement, ou est-ce qu'on était dans un glissement de définition qui aura une portée plus grande? Oui, tout à fait. Ça aurait été une question pertinente parce que pour moi, ce débat-là sur le jugement avec l'expression personne ayant un vagin, effectivement, a porté sur finalement, est-ce que la Cour disait que dans tous les cas, il faut utiliser l'expression personne avec un vagin? Certains pensaient ça. Je pense que c'est inexact, mais en même temps, la Cour, manifestement, elle a utilisé l'expression. Donc, elle juge que dans certains cas, ça peut être approprié. Alors là, on a débattu sur exactement ce qu'avait dit la Cour, puis bon, c'était plus ou moins intéressant, alors qu'effectivement, vous avez raison. Le vrai débat, c'est est-ce que la Cour est en train de nous dire qu'il existe une telle chose que des personnes qui ont un vagin sans être des femmes. Puis c'est comme ça que ça a été interprété à la fois par des gens qui critiquaient la Cour suprême, mais aussi par des gens qui la défendaient. Il y a des gens qui sont sortis publiquement pour dire si vous critiquez ce passage du jugement, vous êtes transphobe et tout. Donc, il ne s'agit pas de gens qui critiquent démesurément et qui cherchent des prétextes pour critiquer la Cour suprême. Des deux côtés du débat, il y avait des gens qui interprétaient les propos de la Cour comme une adhésion à la théorie comme quoi une personne qui n'est pas une femme peut avoir un vagin. Alors, le débat, ça aurait été bien qu'il porte là-dessus. Il a porté sur des questions d'interprétation, de à quel point la Cour nous disait que c'était une expression appropriée ou pas. Et effectivement, j'espère qu'on aura un jour le débat sur la vraie question de la position sur la Cour par rapport à la définition d'une femme. Guillaume Rousseau, professeur en droit à l'Université de Sherbrooke, merci infiniment pour votre temps ce matin. Merci à vous. Merci à vous.